Bonjour et bienvenue à la deuxième partie du cours sur les plans quasi-expérimentaux. Aujourd'hui, nous allons parler de justement les plans quasi-expérimentaux. Plus spécifiquement, nous allons voir les raisons pour lesquelles on utiliserait et puis les différents types de plans quasi-expérimentaux. Donc, les raisons les plus populaires pour lesquelles on utilise un plan de recherche quasi-expérimental, c'est parce que soit qu'il y a des raisons théoriques, dans le sens qu'on veut comparer les hommes et les femmes, on ne peut pas faire une assignation aléatoire au groupe d'hommes et les femmes. Il y a des raisons pratiques. Par exemple, l'influence du climat. On ne peut pas contrôler le climat ou le réchauffement climatique ou le refroidissement climatique ou des tornades. Ou il y a des raisons déontologiques, dans le sens qu'on ne peut pas, disons on fait l'étude sur les lésions dans le cerveau, on ne peut pas assigner aléatoirement un participant au groupe lésions cérébrales. Donc, on peut simplement recruter des personnes qui ont eu une lésion cérébrale. Donc, beaucoup des recherches en psychologie baignent dans des types de plans quasi-expérimentaux. Donc, il y a trois grands types de plans. Il y a les plans de recherche à groupe non équivalent. Il y a les plans de recherche avec cohorte. Et puis, il y a les plans de recherche à série temporelle interrompue. Donc, on va voir à l'intérieur de ces trois différents types les différentes formules que prennent ces plans à l'intérieur de ces trois types. Donc, on va commencer avec le plan de recherche à groupe non équivalent. Donc, comme le nom l'indique, les groupes ne sont pas équivalents. Donc, il y a quelque chose d'inhérent ou il y a quelque chose qui rend les groupes différents d'une certaine manière qui risque d'influencer la variable dépendante. Alors, si par exemple, on prend une première formule du plan à groupe non équivalent, il y aurait un groupe un plan pré- et post-test avec groupe témoin non équivalent. Alors, si par exemple, on s'intéresse à une intervention auprès des garderies, les garderies sont non équivalentes dans le sens qu'il n'y a pas eu une assignation aléatoire des enfants à une garderie versus l'autre garderie. Et puis, il y a quelque chose, il n'y a aucun groupe qui pourrait être considéré comme équivalent parfaitement. Donc, il y a quelque chose de différent. Peut-être que c'est dans deux différentes communautés, peut-être que c'est dans deux différentes... les éducatrices sont différentes, le bâtiment est différent. Là, il y a plusieurs choses qui font est-ce que les groupes sont non équivalents. Je vous rappelle que la ligne pointillée qui sépare groupe 1 du groupe 2 indique que ces groupes sont non équivalents, justement. Ce n'est pas... c'est des groupes séparés, c'est des groupes différents. Alors que quand on avait regardé les plans expérimentaux, la ligne était solide, ou il n'y avait pas de ligne, je pense, qui indiquait qu'il y avait une assignation aléatoire. Alors, c'est simplement pour interpréter ce que vous voyez à l'écran et puis ce que vous voyez dans le livre. Donc, ici, avec le pré- et post-test, on aurait une observation pour justement voir si les groupes c'est quoi l'état de base des deux groupes. Ensuite, là, il y a une intervention auprès d'une garderie puis pas versus l'autre. Et puis ensuite, là, il y a une deuxième observation. Alors, pour revenir à ce concept d'isolation, pour montrer une causalité, premièrement, on doit montrer une association entre la VI et la VD. Donc, est-ce qu'il y a une association? Est-ce qu'il y a une corrélation? La temporalité, bien, est-ce que l'intervention vient avant l'effet? Alors ici, on verrait que l'intervention, le X, vient avant l'observation 2 ou l'effet, excuse, la cause. Mais l'isolation est mise en question. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est l'intervention qui cause ou qui a un effet sur l'observation ou est-ce que c'est la différence entre les deux groupes? Peut-être que le groupe 2 est déjà se comporte mieux. Peut-être qu'ils sont juste plus relax dans le deuxième groupe. Pourquoi? Même parce que c'est un différent groupe. Alors, on ne peut pas nécessairement dire qu'à cause que le premier groupe finit avec des meilleurs comportements, que c'est l'intervention qui a causé les meilleurs comportements. Bien, parce qu'il se peut que le deuxième groupe était déjà à la base plus relax ou plus calme ou avait des meilleurs comportements. Ici, d'où l'importance de faire le pré-test dans ce cas-ci. Parce que là, le pré-test nous permettrait justement d'évaluer l'état de base des comportements des jeunes dans la garderie. Alors, si le comportement des jeunes à la garderie à observation 1 est relativement équivalent ou est équivalente, au moins on sait que le point de base, les deux groupes commencent sur le même état ou quand même commence le même état de base. Et puis, s'il y a une intervention, puis à la deuxième observation, il n'y a aucune modification
pour le groupe 2, mais il y a une modification, le premier groupe. Mais là, on peut commencer à voir, mais peut-être que notre intervention. Mais encore là, la menace à la validité interne dit, ben, il y a plusieurs menaces dans le sens que il reste que nos deux groupes sont différents. Alors peut-être que c'est l'enseignante, peut-être que c'est pas l'intervention, mais peut-être que c'est l'enseignante qui a influencé, puis l'intervention n'a rien fait. Peut-être que c'est les parents, peut-être que les parents sont, je sais pas, ils sont plus appuyants ou ils sont plus supportants. Alors, tout ça pour dire que on peut pas isoler la variable qui est l'intervention comme cause. Mais on peut dire que s'il y a un effet positif, on peut dire, ben il semble comme quoi l'intervention a possiblement une cause. Puis là, pour vraiment voir la cause, il faudrait passer à un plan un peu plus rigoureux qui serait plus expérimentaux. Ce sont les plans pré-poste avec groupe non équivalent qui sont relativement beaucoup utilisés en recherche sociale, puisqu'on étudie des concepts qui ne peuvent pas, ou des groupes, ou des facteurs, ou des variables qui ne peuvent pas justement être assignés aléatoirement aux deux groupes. C'est des groupes qui existent déjà, puis on évalue l'état des groupes ou l'intervention pour chacun des groupes qui existent. Alors, les avantages, c'est que les facteurs environnementaux doivent affecter les deux groupes de la même façon. Alors, disons qu'on on fait l'étude pendant la session, bien, la session va influencer les deux groupes relativement pareil. Alors, par exemple, si c'est pendant l'hiver, mais là, la saison d'hiver va influencer les deux groupes d'une manière relativement semblable. Les deux groupes sont, plus les deux groupes sont semblables au pré-test, plus on a une confiance que peut-être que l'intervention a une influence ou peut-être que la variable, peut-être que la manipulation fait ce qu'on pense qu'elle fait. Les avantages, c'est qu'il y a toujours mais là, on rentre dans toutes les menaces à la validité interne, c'est-à-dire qu'il y a l'interaction sélection-maturation, dans le sens que est-ce que les groupes est-ce que les jeunes du groupe 2 maturent plus vite? Est-ce qu'ils évoluent plus vite? Est-ce qu'ils ont une différente moyenne d'âge? Est-ce que c'est des jeunes de 2 ans et demi, 3 ans et demi versus 1 an et demi? On ne le sait pas. Ça pourrait influencer. Il y a aussi l'interaction expérience vécue, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs exogènes, des facteurs externes qui peuvent influencer la variable dépendante, autant pour un groupe que l'autre groupe. Et puis, il y a toujours la régression vers la moyenne qui est la réalité lorsqu'on fait deux évaluations. Alors, on a deux observations. Alors, si un groupe commence élevé puis diminue, c'est peut-être en lien avec l'intervention, mais c'est peut-être aussi le fait que il y a la régression, ce phénomène de régression vers la moyenne, où si on est une première évaluation élevée, la deuxième fois qu'on va évaluer le même phénomène, ça se peut fort bien qu'il va il va régresser vers le taux de base, qui est le taux de la moyenne. Un peu l'opposé, si l'évaluation est très basse, mais il y a des très bonnes chances que la prochaine fois qu'on évalue le phénomène, il va régresser, il va revenir, il va se rapprocher vers l'état de base ou la moyenne. Ce qui est encore une menace à la validité interne des groupes. Mais c'est le mieux qu'on peut se faire dans plusieurs des situations. Et puis ça, c'est mieux que juste une corrélation ou juste un cas unique ou une évaluation de juste un groupe. Donc, on a aussi le plan pré-post-test avec mesures pré-test évaluées à plusieurs occasions. Alors encore là, c'est exactement la même chose, groupe témoin non équivalent. Cependant, pour nous rassurer que nos groupes sont réellement semblables, on va peut-être faire deux évaluations. Ou pour éviter la régression vers la moyenne, on va peut-être faire deux évaluations. Alors, on va faire une première évaluation, une deuxième évaluation. On va intervenir auprès d'un premier groupe. Bien sûr, on va faire une troisième évaluation. Alors, le but des deux pré-tests, c'est pour voir, premièrement, est-ce qu'il y a un effet de maturation de première à deuxième évaluation, surtout si notre évaluation s'étend sur plusieurs mois ou plusieurs semaines. C'est aussi pour voir, est-ce qu'il y a une régression vers la moyenne d'un à l'autre. Alors là, on va le voir, parce qu'il n'y a aucune intervention par rapport à la première évaluation puis la deuxième observation. Puis troisièmement, c'est pour voir, en principe, la première observation et la deuxième observation, si les groupes sont relativement équivalents par rapport à la variable dépendante, il ne devrait pas avoir de différence entre la première évaluation et la deuxième évaluation. Puis il devrait aussi ne pas vraiment avoir de différence entre les deux groupes aux deux évaluations. Alors, ça nous donne un peu plus d'informations par rapport à qu'est-ce qui se passe au maturation, la régression vers la moyenne, ainsi de suite.
Donc, c'est ce que je viens de dire. Cependant, les désavantages d'ajouter une mesure, c'est que, ben là, tu sensibilises les participants à l'utilisation de l'instrument. Alors, le plus on utilise un instrument, le plus on peut sensibiliser, ou la personne va dire, ah ben j'ai déjà répondu quelque chose, je me rappelle d'avoir répondu cette question-là, alors je vais juste passer à travers rapidement. C'est la réalité, c'est un peu, ben, est-ce que le monde va répondre à chaque observation de manière honnête? Plus on utilise le même instrument, plus le monde a tendance à juste répondre pour passer à travers des choses. Alors, c'est une menace, et puis il faut en être conscient. C'est plus coûteux parce qu'on rajoute une autre méthode ou un autre temps d'évaluation, un autre temps de mesure. Puis c'est un peu plus exigeant pour les participants, dans le sens que plus on demande aux participants, plus. Alors, les inconvénients sont relativement minimes dans ce contexte-ci parce qu'on gagne beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'on gagne plus d'informations, puis on réduit plus les menaces à la validité interne avec peu de coûts. Alors, les inconvénients sont relativement modestes, je dirais. Un autre genre de test, ce serait groupe équivalent avec mesure analogue au pré-test. Alors, si on s'inquiète de la sensibilisation ou si on utilise un outil indirect ou quelque chose où que dès qu'on complète la mesure, on dévoile le but de la mesure, bien là, on peut utiliser une mesure au temps 1 et puis une deuxième mesure analogue ou équivalente au temps 2. Donc ça, ce serait pour les cas où on peut seulement utiliser une mesure une fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé la mesure, on a épuisé la mesure. Donc, ce serait un scénario où on ferait un pré-post-test avec les deux différentes mesures pour ces raisons-là. Donc, les avantages, ça permet de transformer un protocole ex post facto, qui est un protocole pré-expérimental, alors en plan quasi expérimental. Alors, en utilisant le ex post facto, puis en rajoutant mesures analogues pré ou post, et puis en rajoutant un groupe non équivalent, bien là, on gagne beaucoup plus d'informations, puis c'est beaucoup plus rigoureux que simplement un plan pré-expérimental ou un plan ex post facto. Les inconvénients, c'est encore, est-ce que la première observation est réellement analogue à la deuxième évaluation? Est-ce que la fidélité des deux mesures est équivalente? Est-ce que la validité des deux mesures est équivalente? On ne peut pas dire qu'il y a une augmentation de A à B parce que ce n'est pas la même mesure. On peut dire qu'ils ont commencé le même état avec cette mesure à l'état A, puis ils ont fini soit élevé ou plus bas à l'état B, mais on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation. Mais, encore là, des fois, c'est le mieux qu'on puisse faire. C'est le meilleur des scénarios. Donc, c'est quand même une solution assez rigoureuse compte tenu de la circonstance dans laquelle on se trouve. Alors, je vous invite on n'est pas passé à travers tous les différents plans. Je vous invite à aller voir le tableau 6.2 à la page 178 et 119 pour voir les différentes formules que prennent les plans de recherche avec groupes non équivalents. Maintenant, on va passer au plan de recherche avec cohorte. Alors, une cohorte, c'est quand même un concept très important à considérer pour les quasi-expérimentaux. Une cohorte consiste à un groupe d'individus se succédant de façon cyclique dans des organisations ou ayant vécu des événements de vie communs pendant une période de vie d'1 à 10 ans. C'est-à-dire qu'on peut penser à le secondaire ou le primaire ou les cohortes universitaires. C'est un bon exemple de cohorte, dans le sens que l'université reste, le programme de psychologie demeure sensiblement pareil d'année en année, puis tout ce qui change, ou la composante qui change le plus, c'est qui arrive en 2010, qui arrive en 2011, qui est la cohorte de 2012. Alors, on peut penser que l'institution, l'organisation, le fonctionnement est sensiblement pareil d'année en année, mais que ce sont les participants ou c'est les personnes qui passent à travers du système qui changent d'année en année. Alors, la raison pourquoi les cohortes sont intéressantes, parce que ça nous permet d'utiliser des groupes relativement équivalents. C'est clair qu'il y a un effet de cohorte. On est très au courant qu'il y a certaines cohortes qui sont plus jeunes, qui sont plus intelligentes, qui sont moins intelligentes, qui sont plus sportives, qui sont plus artistiques. La constitution de la cohorte change d'année en année. Mais le système ou l'organisation, le programme demeure sensiblement pareil. Donc, ça nous permet d'utiliser les différentes cohortes ou de traiter les différentes cohortes comme des groupes non équivalents.
mais sensiblement équivalents. Donc, le plan de recherche avec cohorte présume que les cohortes ne diffèrent que minimalement, de sorte que l'une peut servir de comparaison aux autres ou à l'autre. Alors, on demeure quand même dans des groupes non équivalents parce qu'il n'y a pas d'assignation aléatoire à tu fais partie de la cohorte 2011 versus tu vas faire partie de la cohorte 2013. Cependant, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de voir, puis on essaie de créer des situations où ce que les cohortes sont minimalement différentes. Encore là, plus nos groupes sont équivalents par rapport à... Plus nos groupes sont équivalents, plus on peut se fier à la manipulation comme étant la composante isolée ou la manipulation qui a un effet sur la variable dépendante. Donc, un plan relativement standard ou très communément utilisé, c'est le plan de recherche à cohorte avec comparaison simple. Alors, c'est-à-dire qu'en septembre, on va faire une évaluation pour la cohorte 1. Au mois de décembre, on va faire une intervention pour la deuxième cohorte. Et puis, en mars, on va faire une observation pour la troisième pour la deuxième cohorte. Alors, on assume que la première cohorte est relativement semblable à la deuxième cohorte. Et donc, ça nous permet d'évaluer puis de voir l'effet de l'intervention auprès de la deuxième cohorte. La validité peut être en cause pour plusieurs raisons. Par exemple, l'expérience vécue de la première cohorte versus l'expérience vécue de la deuxième cohorte. Est-ce que les groupes sont réellement équivalents? C'est toujours une des plus grandes menaces dans ce genre de modèle. Si on veut ajouter un peu de rigueur à ce genre de plan, on pourrait utiliser un plan de recherche à cohorte avec démantèlement de traitement. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque cohorte, puis on va les séparer en deux. Alors, on va prendre la première cohorte, puis la diviser en deux sous-groupes. Un des groupes, on va faire une évaluation en septembre. Le deuxième groupe, on va faire une évaluation, on va faire l'intervention en décembre et l'évaluation en mars. On va faire la même chose pour la deuxième cohorte. L'année d'après, on va encore scinder ou créer deux groupes au sein de la même cohorte, puis on va faire la même chose. Une évaluation auprès de le premier sous-groupe de la deuxième cohorte en septembre, évaluation pour le deuxième sous-groupe de la deuxième cohorte en décembre, puis une évaluation en mars. Donc, ça nous permet de voir, est-ce que c'est un effet de cohorte ou est-ce que c'est un effet de manipulation? Est-ce qu'il y a un effet d'expérience vécue? Est-ce qu'il y a une maturation? Ainsi de suite. Donc, ça rajoute de la complexité. C'est clair que ça rajoute de la complexité à l'étude, mais on y gagne en voyant si l'intervention X, la première intervention, la première version de l'intervention, pas la première cohorte, si l'intervention a relativement bien fonctionné pour la première cohorte et c'est répliqué dans la deuxième cohorte, bien là, on a plus d'informations, puis c'est plus encourageant que simplement avoir l'effet auprès d'une cohorte puis that's it, that's all. On pense encore, par rapport à la validité interne de la recherche, on pense souvent, ou on pourrait penser à les raisons liées à la sélection des participants. Là, encore là, pas la sélection, mais les cohortes même, parce qu'ils sont équivalentes, et puis l'expérience vécue. Alors, à chaque année, on sait que le secondaire est relativement semblable d'année en année, mais il y a toujours des petits changements. Il y a toujours un ou deux profs qui sont changés, il y a les cours qui modifient un peu. Alors, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est exactement le même système d'année en année? Ça s'applique à chaque plan de recherche qui utilise une cohorte. Encore là, si on veut rajouter un peu de rigueur, on pourrait aller avec un plan de cohorte avec pré-test et post-test, ce qu'on appelle souvent les protocoles à cycle institutionnel. Alors, cycle institutionnel, c'est justement dans les universités, dans les secondaires, ainsi de suite, où le cycle se répète de septembre à juin. De septembre à juin, c'est un cycle. Alors, ce qu'on pourrait faire ici, c'est qu'on pourrait faire une évaluation de la première cohorte en septembre, en décembre et en mars, faire une intervention peut-être en juin pour le début de l'été. Pour la première cohorte, on ferait une évaluation en septembre et en mars. Pour la deuxième cohorte, on ferait une évaluation en mars et puis ferait une intervention en juin pour voir qu'est-ce qui se passe à la fin de l'été. Alors là, puisque on sait que les deux cohortes passent sensiblement à travers le même cycle institutionnel, on pourrait quasiment les traiter comme des groupes relativement équivalents. On se pose toujours la question, est-ce que les groupes sont vraiment équivalents? Mais encore là, des fois, c'est mieux que rien. Ce que ça nous permet aussi de faire ici, c'est que avec plusieurs évaluations, avec 4 observations, par exemple ici, on peut voir si
on peut voir si les cohortes sont sensiblement pareilles. Alors, s'il y a une maturation de la première observation à la deuxième observation, on va le voir auprès de la première cohorte. S'il y a aussi une maturation de la deuxième observation à la troisième observation, on devrait voir sensiblement la même maturation ou la même augmentation ou la même diminution de la deuxième observation à la troisième observation à travers des groupes. Alors, on pourrait voir, ça nous permet de voir, mais s'il y a une augmentation linéaire ou une certaine augmentation de septembre jusqu'en décembre. On pourrait s'attendre peut-être à mars aussi. Puis là, si on voit que sensiblement le patron continue entre 0,2, la deuxième observation, puis la troisième observation, on peut voir que ça nous donne un indice que les cohortes sont relativement semblables ou ils nous donnent des informations qui nous permettent d'être un peu plus confiants par rapport à les comparaisons des cohortes. Une autre formule qu'on peut utiliser pour les plans de recherche cohorte, ce serait plan de recherche cohorte multiple selon un cycle institutionnel récurrent. Alors ici, ce qu'on ferait, ce serait on utilise les différentes cohortes, puis on alterne entre les observations et puis les interventions pour voir à quel point les interventions, on change le temps de la manipulation ou de l'intervention, et puis on le change pour chaque cohorte. Alors, ça nous permet de voir la différence à l'intérieur d'une cohorte, puis aussi à l'intérieur de les différentes cohortes. Alors, par exemple, en septembre, on commence avec une intervention. En décembre, on fait une évaluation de l'intervention auprès de la première cohorte. La deuxième cohorte, mais là, en janvier, on va faire une première observation pour eux. Puis ensuite, là, on va commencer l'intervention en mars, puis faire une observation en avril, par exemple. Alors, puis là, on continuerait avec la troisième cohorte, mais là, on continuerait la première observation en juin, et puis on ferait l'intervention à la fin de l'été, par exemple. Alors ici, ce que ça nous permet de voir, c'est que s'il y a une modification pour la première cohorte, si on voit que le niveau si le niveau est plus élevé pour la première observation, le 0,1 devrait être plus élevé que le 0,2. Pourquoi? Mais parce que la première observation de la deuxième cohorte, alors le 0,2, c'est la première observation, puis il n'y a pas eu d'intervention encore. Alors, si l'intervention a réellement eu un effet, on aurait l'hypothèse que le 0,1 serait plus élevé que 0,2. Mais là, on pourrait utiliser le 0,2 pour le comparer au 0,3. Parce que là, on voit qu'au sein de la deuxième cohorte, il y a un pré-post essentiellement de l'intervention. Alors, le 0,1 devrait être sensiblement pareil au 0,3. Si c'est le cas, bien là, on peut voir, puis on a plus d'informations par rapport à ce que fait l'intervention. Finalement, on peut comparer le 0,2, qui est le pré-test avant l'intervention de la deuxième cohorte, à le 0,4, qui est encore le pré-test de la troisième cohorte. Encore là, si les groupes sont relativement... Le 0,2, la comparaison, le 0,2 puis le 0,4 nous permet de voir si la cohorte 2 puis la cohorte 3 est sensiblement pareil. Est-ce qu'ils ont commencé sensiblement pareil ou au même niveau avant l'intervention? Alors, c'est pas nécessairement compliqué, mais ça nous permet de faire différents points de référence puis d'utiliser différentes observations, différents temps pour voir, premièrement, est-ce que l'intervention fonctionne pour un groupe? Est-ce que les groupes sont sensiblement pareils avant et après ou ou avant. Et puis encore là, des fois, c'est le meilleur qu'on puisse faire. Si on ne peut pas faire plusieurs tests et une intervention et plusieurs post-tests auprès de chaque cohorte, on aurait plus intérêt à séparer nos observations à travers des cohortes pour maximiser la rigueur scientifique. Alors, encore là, on a plusieurs mesures. Alors, on utilise la même mesure. Alors, on est toujours dans les menaces. Mais est-ce qu'on peut utiliser? C'est quoi l'effet de réutiliser? Cependant, on a une bonne protection contre les difficultés d'expérience vécues, puisqu'on fait plusieurs évaluations à travers l'année scolaire, par exemple. Alors, on fait... puis l'intervention est effectuée au début, au milieu, puis à la fin de l'année scolaire. Alors, ça nous permet de voir... on assume qu'il y a une maturation relativement semblable pour les trois cohortes, de septembre jusqu'à la fin de l'été. Donc, puis puisqu'on manipule ou puisqu'on insère l'intervention aux différents temps de l'année, bien là, on peut voir ou on élimine l'effet de la maturation simplement des participants.
Alors, je vous invite à aller voir les plans de recherche à cohorte à la page 183-184 pour voir toutes les autres formules, c'est ça, les autres formules des plans avec recherche, plans de recherche avec cohorte. Là, on va ouvrir une petite parenthèse pour voir puis parler brièvement de comment optimiser la validité interne lorsque les groupes sont non équivalents. Alors, l'une des menaces de la validité une des menaces de groupes quasi-expérimentaux, c'est justement qu'il n'y a pas d'assignation aléatoire et ça risque de créer des groupes non équivalents. Alors, ce qu'on peut faire, c'est avant le traitement, on peut démontrer que les groupes sont équivalents sur la variable dépendante. Alors, ce serait un pré-test, par exemple. Alors, si on montre que les deux groupes sont équivalents au pré-test, c'est rassurant. Alors, au moins, on peut dire que, regarde, ils ont au moins commencé au même niveau sur la variable dépendante. S'il y a un effet sur la variable dépendante, c'est parce que soit que c'est l'intervention qui influe la variable dépendante, ou il y a un autre facteur, niveau socio-économique, le fait qu'ils vivent dans cette région-là ou cette communauté-là, ou que c'est la constitution des groupes. Alors, il y a toujours le risque d'avoir un autre facteur qui influence la variable dépendante, mais au minimum, si on peut montrer que les deux groupes commencent au même niveau de base, c'est un bon début. On peut démontrer en pré-test, si possible, si les groupes sont similaires sur d'autres variables qui pourraient mener à confusion. Alors, par exemple, c'est ici où on parle de variables contrôle ou des variables à confusion ou des variables parasites. Alors, si on sait que le niveau de dépression, le niveau d'anxiété, les niveaux socio-économiques ont une influence sur la réussite scolaire, bien, on aurait intérêt à évaluer le niveau de dépression, évaluer le niveau d'anxiété, évaluer le niveau de socio-économique au pré-test pour voir que, bien, regarde, nos deux groupes ont sensiblement le même niveau de dépression, anxiété, niveau socio-économique, avant d'avoir fait de l'intervention ou que ce soit. Alors, plus on peut montrer que nos groupes sont équivalents sur les variables dépendantes et des variables qui influencent la variable dépendante, plus de confiance on a à dire, plus on peut commencer à isoler, puis plus on peut, plus on a d'arguments pour dire que on a isolé la variable indépendante qui est notre manipulation. Donc, dans tout ce qu'on va faire pour les plans quasi-expérimentaux, c'est très important de comprendre le domaine de recherche. Il faut bien comprendre non seulement la variable indépendante et la variable dépendante, mais il faut aussi comprendre quelles sont les variables qui influencent la variable dépendante et quelles sont les variables qui risquent d'avoir un impact sur le processus. Et puis, comment est-ce qu'on peut mesurer ces variables-là pour rendre ou pour montrer que nos groupes sont le plus équivalents possible, disons. Alors, le troisième type de recherche quasi-expérimentaux est les plans de recherche à série temporelle interrompue. Donc, essentiellement, lorsqu'on prend plusieurs observations d'individus, de familles, de groupes, de classes, de quartiers, ainsi de suite, avant et après l'intervention. Alors, on va faire, par exemple, là, vous voyez, c'est une grosse étape, mais c'est relativement simple. Alors, on peut avoir une série temporelle à groupe interrompu, une série temporelle interrompue unique. Alors, ça veut dire qu'on a seulement un groupe. Alors, on a plusieurs évaluations auprès d'un groupe ou d'une salle de classe. On a l'intervention, puis ensuite, là, on fait on a plusieurs pré-tests, l'intervention, quelques post-tests, seulement pour un groupe. On peut faire exactement la même chose avec deux groupes témoins non équivalents. Alors, on ferait exactement la même chose. Première observation, 5 pré-tests pour les deux groupes, une intervention pour un des groupes, pas d'intervention pour l'autre groupe, puis ensuite, là, plusieurs post-tests. Si on a l'occasion même de faire des séries temporelles interrompues multiples avec traitement décalé, alors c'est-à-dire que si on peut prendre deux groupes, encore là, non équivalents, mais intervenir auprès d'un groupe plus tôt, intervenir auprès du groupe plus tard, ça serait encore mieux, dans le sens qu'on a des pré-tests pour établir le niveau de base avant. On a une intervention à la semaine 4, par exemple, pour le premier groupe. On fait l'intervention pour le deuxième groupe à la semaine 5. Et encore là, pour les deux groupes, on a plusieurs post-tests pour voir l'effet ou le rétablissement, et ainsi de suite. Alors, c'est trois formules que peut prendre la série temporelle interrompue, dépendamment de nos ressources, dépendamment du contexte, dépendamment de la réalité du phénomène naturel. Donc, si on peut se rendre à multiples traitements décalés, ça nous donne plus d'informations. Plus, c'est essentiellement 2 pré-post-tests
en simultané. Pas en simultané, mais en parallèle. Ce qui nous donne beaucoup plus d'informations que simplement un pré-post-test à groupe unique. Donc, c'est ça. Je vous invite à aller voir les groupes les autres différentes formules de plan de recherche à séquence temporelle interrompue à la page 188. Donc, je pense que ça met ça met un terme à les différents types de plans quasi-expérimentaux. On va voir les protocoles à cas unique dans la troisième et dernière partie du cours. Bye.